Bonjour à tous, je suis Francis Duperron et je vous accueille dans cette série de capsules de formation consacrée à la compréhension et à la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet des eaux de pluie, de même que leur gestion. Nous débuterons par une compréhension détaillée du cycle de l'eau, soulignant son rôle central dans notre environnement, puis aborderons le principe de gestion de l'eau de pluie, puis les responsabilités et techniques de gestion de l'eau de pluie. Commençons par définir simplement les eaux de pluie comme l'eau qui tombe du ciel lors des précipitations. Ces précieuses gouttes jouent un rôle crucial dans le cycle naturel de l'eau. Ce cycle débute par l'évaporation et l'évapotranspiration, deux processus qui ont lieu simultanément durant lesquels l'eau se transforme en vapeur d'eau et s'élève dans le ciel. Il est question de transpiration quand l'eau s'échappe des arbres et de toute autre végétation et d'évapotranspiration lorsque cette eau s'élève vers le ciel. L'évaporation, tant qu'à elle, est le processus durant lequel quelconque goutte d'eau présente au sol se transforme en vapeur pour également rejoindre l'atmosphère. Une fois que ces précipitations atteignent la terre ferme, deux scénarios se présentent pour la gestion naturelle des eaux de pluie. Le premier, c'est l'infiltration. Lorsque le sol le permet, l'eau de pluie s'infiltre à travers les pores, les espaces entre les particules du sol. Elle voyage ainsi par ce qu'on appelle la circulation souterraine et alimente les nappes phréatiques, des réserves d'eau souterraines essentielles. La deuxième option, c'est le ruissellement. Imaginez l'eau glisser le long des surfaces et des sols, cherchant son chemin vers une rivière ou un lac. Dans les milieux naturels, l'équilibre naturel, en fait, c'est que la majorité de l'eau de pluie va être infiltrée dans le sol, puis il y en a une petite partie qui va ruisseler. Malheureusement, cet équilibre-là peut être facilement affecté par l'imperméabilisation qui est causée par les activités humaines. L'imperméabilisation, en fait, c'est quand on va recouvrir des surfaces naturelles de matériaux qui ne laissent pas l'eau passer, puis qu'on va construire toutes sortes d'infrastructures comme des maisons, des routes, des bâtiments. Donc, on va se retrouver avec trop d'eau qui ruisselle et pas assez qui infiltre le sol. Ça va causer des accumulations importantes de pluie locale. Donc, on va se retrouver avec des quand même conséquences assez importantes comme l'érosion accrue, des inondations. Ça va causer la sédimentation de cours d'eau aussi qui peuvent détruire des habitats aquatiques importants. Puis aussi, ça va polluer nos sources d'eau potable. Lorsqu'il est question du principe de gestion des eaux de pluie, il y a un principe de base. Garder l'eau où elle tombe. Comme il vous a été expliqué plus tôt, lorsque la pluie tombe, une partie de cette eau s'infiltre naturellement dans le sol. Une autre est évaporée et le reste ruisselle vers le cours d'eau et les égouts. L'objectif de la gestion des eaux de pluie est de maximiser l'infiltration et la rétention de l'eau sur place. En gardant l'eau le plus longtemps possible dans le bassin versant, on évite qu'elle ne se dirige trop rapidement vers les cours d'eau ou le réseau d'égouts et ainsi prévenir les inondations, débordements, pollution et contamination. Atteindre cet objectif nous permet de réduire la quantité d'eau qui atteint rapidement les cours d'eau, ce qui diminue les risques d'inondation lors de fortes précipitations. Une gestion des eaux de pluie appropriée permet d'améliorer la qualité de l'eau, surtout en milieu urbain. Lorsque l'eau de pluie ruisselle sur des surfaces imperméables, elle peut ramasser des contaminants tels que les huiles de voiture, les produits chimiques ou les débris, polluant ainsi nos cours d'eau. En retenant l'eau et en la laissant s'infiltrer dans le sol, nous filtrons naturellement ces contaminants, préservant ainsi la qualité de l'eau. La gestion des eaux de pluie contribue aussi à la recharge des nappes phréatiques. En permettant à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol, cela recharge les réserves souterraines d'eau, ce qui est essentiel pour l'approvisionnement en eau à long terme. De plus, la gestion des eaux de pluie offre ce qu'on appelle des co-bénéfices, soit des avantages additionnels ou inattendus qui découlent d'une action visant principalement à atteindre un objectif spécifique. L'un de ces co-bénéfices est l'infiltration sur place, qui permet de réduire les îlots de chaleur en milieu urbain. Les îlots de chaleur se forment lorsque les surfaces imperméables, telles que le béton ou l'asphalte, absorbent la chaleur et la restituent, provoquant ainsi des températures plus élevées dans les zones urbaines. En favorisant l'infiltration des eaux de pluie dans le sol, on peut maintenir des températures plus fraîches pendant les périodes de chaleur estivale. En utilisant des pratiques de gestion des eaux de pluie, telles que les bassins de rétention et les zones de filtrage, on peut retenir une grande partie de l'eau de pluie avant qu'elle n'atteigne les égouts, contribuant ainsi à prévenir la pollution des eaux et à préserver la santé des écosystèmes aquatiques. En effet, si les systèmes d'égouts sont submergés, on observe des déversements d'eau usée dans les rivières et les lacs.
Lorsqu'il est question de la gestion des eaux de pluie au Québec, de nombreux acteurs se partagent les rôles et responsabilités individuelles et collectives pour une gestion efficace des eaux de pluie. Les propriétaires de terrains, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, ont la responsabilité de gérer les eaux de pluie sur leur propriété. En tant que propriétaire privé, vous avez la responsabilité de gérer les eaux de pluie sur votre propriété. Cela signifie que vous devez vous assurer que l'eau de pluie est correctement gérée pour éviter les inondations. Cela peut inclure l'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales, comme des fossés ou des cuves de rétention. Les barils d'eau de pluie permettent également de récupérer les eaux de votre toit. Les entreprises, de leur côté, doivent mettre en place des pratiques de gestion des eaux de pluie conformes aux réglementations en vigueur. Elles doivent également minimiser la pollution de l'eau de pluie provenant de leurs activités. Ensuite, les municipalités sont responsables de l'infrastructure de gestion des eaux pluviales, tels que les systèmes de drainage et les bassins de rétention. Les gouvernements locaux détiennent un rôle clé dans la planification et la gestion des infrastructures de gestion des eaux pluviales à l'échelle communautaire. Ils doivent élaborer des politiques, des règlements et des plans d'urbanisme visant à minimiser l'imperméabilisation des sols et à promouvoir des pratiques de gestion durable des eaux de pluie. De nombreuses techniques de gestion des eaux de pluie existent et contribuent à un environnement plus durable. Il existe deux types de gestion des eaux pluviales. Le premier type de gestion est à la source ou en réseau, et le deuxième est en aval d'un réseau, bassin de rétention, marais, etc. Pour gérer les eaux pluviales, la première option qu'on a, c'est la gestion à la source ou en réseau, qui va nous permettre d'infiltrer l'eau ou de la stocker sur place, là où la goutte d'eau tombe. Le réseau, quand on parle de ça, en fait, ce qu'on veut dire, c'est tout le réseau de transport des eaux pluviales. Ça peut être des rues, des conduites souterraines, des égouts, et ça jusqu'à un milieu récepteur ou jusqu'à un exutoire d'eau pluviale. Donc, quand on fait de la gestion à la source, ça va généralement plus être en terrain privé ou dans un lot limité. Puis, on va vouloir stocker ou infiltrer l'eau sur place. Par exemple, si on plante un arbre, bien là, ça va favoriser l'infiltration de l'eau sur place. Mais par exemple, si on utilise un baril de récupération d'eau de pluie ou un toit vert, bien là, on va stocker l'eau sur place. Ensuite de ça, si on fait la gestion en réseau, bien là, c'est quand on va attraper l'eau de pluie ou de ruissellement proche de la source pour la permettre de rejoindre le réseau. Donc, si j'ai une noue végétalisée, bien, l'eau va être infiltrée tranquillement dans la noue, mais elle va finir par rejoindre le réseau par des conduites perforées. Puis ça va nous permettre, en fait, d'évacuer l'eau, puis ça va éviter les débordements. Ensuite de ça, quand on n'arrive pas à attraper la goutte d'eau à la source ou proche de la source, on va vouloir mettre en place des ouvrages qui vont attraper cette eau-là avant l'arrivée dans un milieu récepteur ou avant à la sortie d'un exutoire important. Donc là, on va avoir des gros ouvrages comme des marais filtrants ou des bassins de biorétention qui vont être capables de recevoir une quand même bonne quantité d'eau de ruissellement. Puis ça va nous permettre de protéger le milieu récepteur sensible puis de protéger nos sources d'eau potable un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la gestion en fin de réseau parce que l'ouvrage est placé à la fin du réseau. De manière générale, on va privilégier un contrôle à la source ou près de la source pour permettre d'infiltrer ou de stocker l'eau là où elle tombe parce que ça va être plus respectueux du régime hydrologique naturel du milieu là où la goutte d'eau tombe. C'est pas toujours possible par contre, donc c'est pour ça qu'on va utiliser diverses méthodes à travers le réseau pour gérer les eaux pluviales de manière durable. Non seulement ces techniques réduisent les risques d'inondation, protègent la qualité de l'eau en piégeant les contaminants et favorisent la recharge de nappes phréatiques. Mais elles peuvent également avoir des impacts économiques positifs. Nous allons survoler 4 de ces techniques les plus utilisées. Les bassins de rétention sont des zones spécialement conçues pour collecter et stocker temporairement l'eau de pluie en surplus. Ils font office de bassins tampons en retenant le ruissellement des eaux de pluie lors d'événements pluvieux, puis en relarguant petit à petit après la fin des pluies. Ils permettent donc de retenir les à-coups d'eau qui engendrent les inondations. Sur le plan économique, ils peuvent réduire les coûts d'entretien des systèmes d'égouts et d'infrastructures de drainage. Les toits verts sont des toitures végétalisées qui retiennent et absorbent l'eau de pluie. Ils réduisent le ruissellement en permettant à l'eau de s'infiltrer dans le sol à travers les plantes et le substrat. En plus de contribuer à la gestion des eaux de pluie, les toits verts offrent une isolation thermique, réduisent la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation des bâtiments et peuvent prolonger la durée de vie du toit.
Les jardins de pluie sont des aménagements paysagers spécialement conçus pour collecter, filtrer et infiltrer l'eau de pluie. Ils sont souvent situés au niveau du sol, dans des dépressions ou des crues naturelles. Ces jardins utilisent des plantes indigènes et des matériaux perméables pour absorber l'eau et améliorer la qualité de l'eau. Sur le plan économique, ils peuvent réduire les coûts d'irrigation et d'entretien des pelouses. La perméabilisation consiste à rendre les surfaces qui ont été imperméabilisées, par exemple les routes et les trottoirs, perméables à l'eau. Cela se fait en utilisant des matériaux tels que des pavés ou des revêtements spéciaux. Cette technique permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol plutôt que de ruisseler dans les égouts pluviaux, comme elle le ferait naturellement. Elle réduit le risque d'inondation urbaine et contribue à la recharge des nappes phréatiques. En tant que citoyen, on a plusieurs options qui s'offrent à nous pour la gestion des eaux pluviales à la maison. La première, c'est la déconnexion des gouttières du réseau pluvial pour la diriger en fait vers un bassin de récupération des eaux de pluie. Ensuite de ça, il y a différents ouvrages qui peuvent s'offrir à nous. Donc, on peut aménager un jardin de pluie, un bassin de biorétention ou un toit vert. Mais c'est sûr que c'est des options qui nécessitent un peu plus de ressources monétaires et de temps. Par contre, si on les a, bien, il y a plusieurs organismes locaux puis de guides en ligne qui peuvent nous aider à nous orienter. Si on n'a pas ces ressources-là, on peut tout de même planter des végétaux sur notre terrain. Partant du principe où les surfaces engazonnées ne vont pas nécessairement favoriser l'infiltration de l'eau de pluie, on va plus vous encourager à planter des arbustes ou des arbres qui vont, eux, vraiment aider à l'infiltration de l'eau de pluie sur place. Puis de toute manière, planter des végétaux, ça a toutes sortes de bénéfices, puis c'est aussi un excellent moyen de gérer les eaux pluviales à la maison. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie des eaux de pluie. La préservation de nos ressources aquatiques est une responsabilité partagée. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir d'adopter des pratiques durables au quotidien, que ce soit en réduisant notre empreinte écologique, en participant à des programmes de préservation ou en soutenant des initiatives locales. Chaque geste compte. Pour approfondir vos connaissances, consultez les ressources recommandées dans la description de cette vidéo. Des lectures, des organisations spécialisées et des programmes de sensibilisation peuvent vous aider à devenir un défenseur informé de la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Merci encore de nous avoir rejoints dans cette aventure formative. Restez engagés, continuez à apprendre et prenons soin de notre précieux environnement.